En cherchant l'origine de la grenade F1 pour cette vidéo, je suis tombé par hasard sur cette photo il y a quelques jours. À un moment donné, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une pratique de tir soviétique excentrique, mais rien qu'en y jetant un coup d'œil. Je savais qu'il y avait bien plus derrière cette photo. Après une rapide recherche, j'ai compris ce que c'était. Voilà ce que tu vois. C'est le système anti-aérien le plus redoutable de l'Union soviétique. D'après les récits, au début de la Seconde Guerre mondiale, ces hommes étaient capables d'abattre presque n'importe quel avion allemand. Et ce n'est pas une simple photo prise au hasard, c'était quelque chose de vraiment courant et répandu dans l'armée rouge. Beaucoup doutent, affirmant que tout cela est un mensonge. Je devais découvrir la vérité sur cette photo. Alors, je me suis encore une fois décidé à veiller tard pour découvrir la véracité de ces pratiques. Et ce que j'ai découvert était tout simplement impressionnant. Alors, à quel point tout cela était-il courant? Et pourquoi les soviétiques se sont-ils vus obligés d'utiliser leur infanterie comme canons anti-aériens? Et à quel point étaient-ils vraiment mortels? Nous répondrons à ces questions dans cette vidéo. Alors installe-toi confortablement et sois le bienvenu au Guns Club. Le 22 juin 1941, l'Allemagne lance une attaque surprise contre l'Union soviétique, qui avait autrefois été un allié inestimable contre la Pologne. Cette attaque n'a pas surpris le haut commandement, qui se préparait depuis des mois à cela. Ceux qui ont été surpris, en revanche, ce sont les industries soviétiques, qui n'avaient pas eu assez de temps pour mettre leur production au point, et ainsi pouvoir alimenter ce qui allait devenir le plus grand conflit de l'histoire. Les carences de l'armée rouge se voyèrent dans presque tous les domaines, des munitions jusqu'à l'équipement lui-même. L'un des domaines les plus touchés fut celui des armes anti-aériennes, qui, au début, n'étaient tout simplement pas suffisantes pour couvrir tout le front. Cette année-là, les canons anti-aériens de gros calibre comme les 76 même 1938 existaient, mais restaient rares au début du conflit. La pénurie de canons anti-aériens a fait que les défenses aériennes soviétiques reposaient entièrement sur des mitrailleuses, comme la Degtyarev Pekota, 27 la DSHK Degtyarev Shpagin, Krupno-Kaliberny sur affût, et même des mitrailleuses comme la Maxim sur des affûts doubles provisoires. La crise était telle qu'on utilisait aussi des canons régimentaires, M1927 de 76 mm contre des cibles à basse altitude. Si tu demandes pour l'armée de l'air soviétique, elle semblait. La Luftwaffe en Normandie brillait par son absence durant les premiers mois de l'invasion. De nombreux mémoires d'aviateurs allemands le confirment. J'ai trouvé de nombreux témoignages allemands sur la nature de la force aérienne russe au début du conflit, grâce à des livres qui les rassemblent. Il existe de tels témoignages. Au cours de 60 missions effectuées jusqu'au 9 septembre 1941, notre unité n'a rencontré des chasseurs soviétiques que 10 fois. En essayant de les attaquer, les chasseurs soviétiques ont ouvert le feu à 500 mètres et ont tenté de plonger dès que le bombardier a riposté. Il a failli entrer en collision avec des chasseurs russes à plusieurs reprises en volant entre leurs rangs et ils n'ont même pas ouvert le feu. Fin 1941, j'avais réalisé 21 missions de reconnaissance stratégique au cœur de l'arrière russe, n'ayant croisé des chasseurs soviétiques qu'une seule fois. La situation avec les pilotes soviétiques est devenue tellement incontrôlable au début du conflit que Staline a dû émettre un ordre direct, afin que seuls les pilotes ayant participé à des combats remarquables soient récompensés, et que ceux qui ne l'ont pas fait soient simplement exclus de l'armée de l'air pour être des imposteurs et des menteurs. Comme tu peux le voir, au début, les défenses aériennes soviétiques laissaient beaucoup à désirer et leurs chasseurs évitaient tout simplement tout combat. En juin 1941, la supériorité de la Luftwaffe était totale et elle opérait presque sans aucune intervention. Pour profiter de la faible défense aérienne, les bombardiers lourds opéraient à des altitudes vraiment basses pour améliorer leur précision. Et les bombardiers en piqué étaient le pain quotidien des pauvres soldats soviétiques. Ce que je vais raconter est une légende qui se répète souvent. Mais on pense que ce que nous voyons sur cette photo était la responsabilité d'un petit groupe d'hommes. Il dit qu'à un moment donné, à la fin de 1941, une compagnie soviétique a été attaquée par des bombardiers en piqué. Et faute d'armement anti-aérien pour riposter, les hommes ont tiré avec leurs fusils Mosin-Nagant sur les Stuka, en abattant quelques-uns. Cette information est parvenue au haut commandement, qui a approuvé cette tactique de manière informelle en quelques jours. Puis, quelques mois plus tard,
la standardiser dans les manuels d'infanterie. Cette histoire n'est pas du tout farfelue, car on peut effectivement la retrouver dans les règlements de combat de l'infanterie de l'armée rouge, publié le 9 novembre 1942. Le chapitre sur les fusiliers en défense mentionne souvent la défense contre les avions avec des fusils, notamment à la section 95. Contre des avions volant à basse altitude et attaquant, l'escouade, sous le commandement de son chef, ouvre le feu à partir d'une distance de 500 mètres ou moins, ou si nous regardons les cibles principales des tireurs d'élite, nous verrons que les avions en vol en font partie. Cela explique ce que nous voyons sur la photo, et quand nous voyons que c'est possible. Avec le fusil Mosin-Nagant dans l'équipement de combat d'infanterie, nous voyons à nouveau qu'il est conseillé d'attaquer les avions jusqu'à une distance de 500 mètres. Légende mise de côté. Il est clair que l'infanterie pouvait effectivement attaquer les avions avec ses fusils. Et si les règlements étaient là? Bien sûr, il est très probable qu'on leur ait aussi appris à le faire pendant les entraînements. Le nombre de photos que j'ai trouvées le confirme. Cependant, malheureusement, je n'ai pas pu trouver d'informations sur la nature de cette pratique. Nous pouvons obtenir beaucoup d'informations des photos existantes si nous sommes attentifs. Près d'une vingtaine d'hommes se rassemblaient en un seul point et s'allongeaient sur le sol pour avoir une bonne vue sur le ciel. Et ce regroupement en particulier que nous voyons sur toutes les photos nous en dit long sur l'efficacité que cette pratique aurait pu avoir. Si on calcule rapidement, ces hommes n'avaient que la moitié de la cadence de tir d'une mitrailleuse, ce qui semble sur le papier un gaspillage d'hommes. Mais j'ai fait une simulation pour déterminer ce qui est le plus efficace. 3 mitrailleuses ou 20 Mosin-Nagant tirant sur un point précis, et curieusement, ils ont presque la même efficacité. Bien sûr, ce n'est pas un test très réaliste, mais cela nous permet d'évaluer les deux modes de tir. Le tir concentré du peloton anti-aérien avec des fusils était plus efficace, couvrant une plus grande zone que les mitrailleuses, même si une seule d'entre elles tirait 2 fois plus vite qu'un fusil. Peloton anti-aérien de fusil. Malheureusement, je n'ai pas pu trouver de chiffres exacts sur l'efficacité du peloton anti-aérien de fusil. J'ai trouvé une citation très intéressante dans le livre Stalingrad d'Antony Bieber. Pour les pilotes de chasse, l'attaque au sol était considérée comme une tâche servile et inutilement dangereuse. Elle manquait de l'habileté du combat aérien et risquait d'être touchée par un tir chanceux depuis le sol. Lorsque l'infanterie russe, allongée sur le dos, tirait avec ses fusils, ce serait vraiment bien de trouver des chiffres exacts. Mais malheureusement, comme cette pratique a pratiquement disparu avec l'arrivée de canons anti-aériens modernes dans tous les rangs de l'armée rouge, elle a tout simplement disparu. De plus, les soviétiques étaient moins attachés aux statistiques que les américains. Cependant, cette citation du livre de Stalingrad d'Antony Bieber confirme que ces hommes étaient réellement redoutés par les Allemands, qui préféraient simplement ne pas s'approcher du sol en raison de leur présence. Ces hommes étaient définitivement des soldats formidables, qui ont réussi à dépasser leurs limites pour gagner la plus grande guerre de l'histoire. Il y a quelques mois, nous avons évoqué comment les soviétiques attachèrent leurs fusils à l'artillerie. Je te recommande cette vidéo similaire. Merci d'avoir regardé. Au revoir.